Bonjour. Vous êtes cancérologue et enseignant à l'Université de Dakar. Quel est l'état des lieux des soins palliatifs au Sénégal aujourd'hui? Comme vous le savez, pendant très longtemps, on s'est trompé. On a cru que le cancer était une maladie des pays riches. On a cru que le cancer était une maladie des riches. On ne savait pas que les maladies dites non transmissibles étaient bien plus mortelles que les maladies dites transmissibles. Je parle du sida et du paludisme. Il a fallu, il y a 26 ans, que travaillant sur les cancers dans 3 hôpitaux de Dakar, que j'ai sorti une publication lors de journées médicales à Dakar pour montrer que la mortalité par cancer était la première cause de décès chez les sujets de plus de 40 ans au Sénégal. Ça avait créé un tollé extraordinaire. Tout le monde pensait que, rentrant de formation de France, je venais pour jouer au coq et attirer la couverture vers moi. L'histoire de la médecine au Sénégal a évolué, et longuement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la mortalité par cancer augmenter. On a vu le nombre de cas de cancer augmenter dans les structures de santé. Cela ne veut pas dire qu'il y a plus de cancer, mais c'est parce qu'on les détectait. C'est parce qu'on les diagnostiquait. Alors qu'avant, on ne s'y intéressait pas, on ne les diagnostiquait ni ne les détections. Et c'est pour cela que par la suite, on s'est rendu compte que le nombre était très important. On s'est rendu compte que le plus grave, il n'était pas là. 75% des gens qui arrivaient à un stade où on ne pouvait plus rien faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisque vous avez beaucoup communiqué, est-ce que ça a évolué? Vous savez, ce n'est pas tout de faire de la communication, encore moins de la communication spectacle. Tant qu'il n'y aura pas dans nos pays un programme national de lutte contre le cancer qui prenne en compte tous ces exemples, il ne se passera rien d'autre que des frustrations. Il ne se passera que des drames familiaux. Il ne se passera rien d'autre que des médecins qui seront insatisfaits de la qualité de leur travail. Et pourtant, les cancéreux sont des citoyens qui ont le droit, même venant avec un cancer très avancé, qui ont le droit de mourir dignement. Mourir dignement. C'est ça. De cette mort digne. Je pense que dans le dispositif de soins palliatifs, la morphine, c'est un produit très important. Comment expliquez-vous la rupture fréquente ou plutôt la non-couverture des besoins du Sénégal? L'absence de planification, c'est le mot. Planification. Depuis 1984, je participe annuellement à une réunion qui se tient à la direction des pharmacies pour réévaluer les besoins du Sénégal en morphine. Et ces besoins du Sénégal doivent être répercutés dans des institutions internationales à Genève pour permettre au Sénégal d'avoir un quota de morphine. Mais ne viennent à ces réunions que très peu ou pas de personnes. Et c'est toujours les mêmes qui viennent, qui émettent des besoins qui sont pris en compte. Nous essayons d'élargir les besoins en disant, s'il y a tant de structures, à supposer que toutes les structures aient les mêmes besoins que nous, et qu'on les réévalue à telle hauteur, et qu'on y ajoute un 20% de plus, mais ça ne suffit jamais. Le quota d'importation des produits morphiniques est plafonné à un certain niveau. Il semble qu'il est de 1% au Sénégal, alors qu'au Sénégal, il y a 70 000 personnes qui auraient besoin de soins palliatifs. Mais voilà. Et malheureusement, il n'y a pas que la morphine, vous le savez. Il y a également le changement de politique. Et c'est le rôle de toutes ces personnes que vous voyez là assises. C'est d'avoir des associations de la société civile qui portent le plaidoyer pour que la gouvernance sanitaire et les gouvernants changent de politique.
C'est ça le plaidoyer. La deuxième chose, c'est ce que nous sommes en train de faire, vous et moi. C'est le changement de comportement, où il faut sensibiliser les hommes et les femmes qui sont exposés justement à la survenue de ces maladies-là pour un changement de comportement qui permettrait de dépister ces cancers suffisamment tôt, de les prévenir et de pouvoir les soigner pour ne pas en arriver au stade. Mais il est important que dans la question du changement de politique, qu'il y ait une planification, un plan, disant, dans mon plan, bien sûr que je vais sensibiliser les politiques pour changer de décision au niveau central et au niveau décentralisé. Parce que vous le savez, la décentralisation amène des compétences transférées au niveau des gouvernances régionales, départementales, communales, etc. Si ces choses ne sont pas prises en charge, vous savez ce qui va se passer? Au ministère de la Santé, ils vont faire peut-être des actions, mais qui ne marcheront pas à l'échelle de tout le pays, simplement parce qu'il n'y a pas eu une planification et une décentralisation. L'autre point, qui ne fait pas de recherche est voué à importer des technologies inadaptées aux besoins de nos pays. Est-ce qu'il faut aller chercher le dernier morphinique ou alors est-ce qu'il faut mettre en place un système d'accès intelligent aux morphiniques par voie orale qui peuvent être conditionnés dans des petites pharmacies communautaires? On le faisait à l'hôpital de Nantes quand j'étais étudiant. Le sirop de Christopher, qui était à base de chlorhydrate de morphine que l'on fabriquait. Mais c'était un sirop qui était fabriqué par un Européen. Adapté au contexte européen? Non, en prenant exactement la composition de la solution initiale de Christopher, qui ne coûte rien, monsieur. Vous savez combien coûte 1 kilogramme avec un SMIC, 39 000 francs CFA. Vous savez combien vous avez droit à de la morphine base? 12 kg. 12 kg. Le Sénégal n'emporte qu'un kilogramme par an, semble-t-il. Mais alors, vous comprenez le problème? Donc, ce n'est plus le problème du coût. Oui, justement. C'est banalement un problème administratif et organisationnel. C'est toute la bureaucratie qu'il y a autour des questions de l'accès et de la disponibilité de la morphine qui finissent par poser un problème. Est-ce que les structures sanitaires ont du mal à transmettre leurs besoins réels à la PNA qui est chargée de commander la morphine? Vous savez, c'est peut-être un peu plus profond que ça. Parce que si chaque structure sanitaire devrait s'occuper de tous les problèmes de la lutte contre le cancer, de tous les problèmes de la lutte contre le sida, de tous les problèmes de la lutte contre le paludisme, de tous les problèmes de la lutte contre la tuberculose, de tous les problèmes de santé et de maladies qui existeraient au Sénégal, quand est-ce que le médecin travaillerait-il? Ce n'est pas le travail d'un médecin que de planifier. Il est du rôle de la gouvernance sanitaire de s'emparer de tous ces problèmes et de planifier. La société civile, tout comme les médecins, les paramédicaux, ne viennent qu'apporter un appui technique pour aider la gouvernance sanitaire à planifier et organiser, décentraliser, distribuer jusqu'au plus bas de l'échelle sociale. Ça s'appelle, monsieur, de la planification. C'est le point faible du système sanitaire au Sénégal et un peu partout, peut-être voilà. En Afrique. Alors, la communication spectacle n'y changeront rien du tout. Ce n'est pas d'attendre qu'il y ait une crise pour se mettre, comme je le fais là, face aux radios, aux télévisions, en tapant sur la table pour dire ceci, ceci ou cela, que les choses vont changer. Peut-être que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de lancer des alertes pour dire attention, tel point n'a pas été pris en charge. Je me rappelle en 2013, l'organisation américaine Human Rights Watch, qui est traditionnellement connue pour lutter pour les droits de l'homme, avait poussé un coup de gueule contre le Sénégal en disant qu'il y avait des lois inutiles qui limitent l'importation de la morphine au Sénégal. Est-ce qu'après ça, ça a bougé un peu? Est-ce que les autorités sénégalaises ont écouté ce cri d'alarme pour faire quelque chose? Le prescripteur que je suis ne voit pas sur le terrain de changement.
Par contre, il vous appartient de vous adresser à la gouvernance sanitaire pour demander qu'est-ce qui a été fait. Ils ne le répondent pas. Moi, j'ai contacté la direction de la pharmacie et du médicament. Le monsieur refuse de répondre à mes questions. Alors, je pense que la bonne Dites-le au Sénégal. Ce n'est que là que je peux l'avoir. Mettez-vous face à la caméra. Dites aux Sénégalais que nous posons un problème à la gouvernance sanitaire. Que la gouvernance sanitaire vienne nous répondre de façon précise sur cette question. Et que les Sénégalais posent la question à la gouvernance sanitaire. Quelle quantité de morphine a été importée les 5 dernières années? Il me dit qu'il a des statistiques, mais il ne peut pas me les donner. Il ne sait pas pour quel intérêt il me les donnerait. Je pense que dans un autre pays, le journaliste pourrait porter plainte parce qu'on lui a refusé cette information qui est censée être publique. Le citoyen d'abord, pas le journaliste, mais le citoyen. Le citoyen d'ailleurs. Le citoyen. C'est ça. Et vous, en tant que cancérologue, quand vous êtes en face d'une situation où le malade est affligé par la douleur, comment est-ce que vous affrontez cette situation? Comment vous la vivez? Il y a plusieurs malades et plusieurs types de malades. Il y a des malades qui n'ont pas de grosses douleurs, qui n'ont que de petites douleurs, qu'on peut soulager avec des morphiniques ou des produits antalgiques périphériques. Il y en a d'autres qu'on peut soulager avec des dérivés de la morphine qui sont disponibles, la codéine, etc. Malheureusement. Est-ce qu'il y a peut-être une certaine phobie de la part du médecin parce que morphine égale drogue, ils ont un problème pour prescrire ça? Pas Abdul Aziz Kassé, après 34 ans, un tiers de siècle d'exercice, me permet de comprendre ce qu'est la morphine et ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Par contre, ça aurait été bien, dans les curricula de formation des médecins, que très tôt, les gens puissent être formés. Vous savez, je n'ai pas fait que le dire. J'ai essayé d'y pallier. La première formation qui s'est passée au Sénégal dans le traitement de la douleur, je l'avais faite en invitant mon ami Yves Gestin, qui était le patron du service d'algologie de l'hôpital de Montpellier à Saint-Éloi, et qui est venu séjourner chez moi pendant 15 jours. Et on a formé tous ceux qui voulaient venir se faire former à l'amphithéâtre Maurice Payet à l'intérieur de l'hôpital de Dantec. Mais il n'est pas du rôle de la société civile, encore moins d'un enseignant de faculté, de déterminer tout ce qu'il faudra faire en termes de besoins de formation, parce qu'il y a quand même un turnover des praticiens qui fait que les nouveaux praticiens, chaque année, il y en a plus de 80, qui ont besoin de la même formation. Donc le faire une fois, 2 fois ou 3 fois ne changeront rien au système. Il faut que de façon pérenne, il y ait dans les curricula des moyens de formation annuels pour tous les sortants d'école et surtout pour recycler ceux qui, il y a quelques années, n'avaient pas eu cette formation et devront l'avoir dans le cadre de la formation continue. Donc vous voyez qu'il y a là un ensemble de questions de poser sur ne serait-ce que les questions de formation. Viennent ensuite la sensibilisation. Vous doutez fort bien qu'il y a bien des stigmatisations qui se feront dans les familles, dans les groupes sociaux, de gens qui sont sous morphinique. Les familles peuvent avoir des perceptions erronées. Mais il n'y a pas que ça, monsieur. Vous savez très bien qu'il y a dans la société sénégalaise quelques individus, quand même, ils ne sont pas très nombreux, qui utilisent les produits de substitution chez les drogués pour pouvoir, en fait, se substituer à l'achat de leur dose habituelle de drogue. Donc, bien sûr qu'il doit y avoir, forcément, quelque part, je ne dirais pas de répression, mais de contrôle et de la régulation. Ça se fait, non, docteur? Je ne suis pas dans la gouvernance, monsieur. Puisque c'est la PNA qui s'occupe de commander. Monsieur, je ne suis pas dans la gouvernance. Donc, je ne suis pas capable de vous dire que sur le plan douanier, tout va très bien. Je ne suis pas capable de vous dire que sur le plan du commerce intérieur, que tout se passe dans le meilleur des mondes.
Je ne suis pas non plus compétent pour vous dire qu'en tant que pharmacien, tout se passe pour le mieux. Chacun devra faire son travail. Le mien, il est de tirer sur la sonnette d'alarme quand un besoin n'est pas assouvi. Il est de porter le plaidoyer le plus haut possible. C'est fait. Il est de sensibiliser les populations. C'est fait. Il est d'enseigner. C'est fait. Et je le fais tout le temps. Vous comprenez? Il est de soigner. Je le fais. Donc, je crois que nous ne sommes pas très nombreux. Chacun aujourd'hui environ qui est spécialiste de soins palliatifs. Il m'est très difficile d'aller demander à chacun de mes collègues et praticiens de me montrer son diplôme pour savoir combien nous sommes. Je sais simplement que j'ai été formé et je continue à me former. Et je reçois toutes les semaines les minutes d'évolution des soins palliatifs à partir de MD Anderson. Globalement, il y a un problème de formation, un problème de planification. Le gros problème, il tient dans un mot. Planification. C'est policy change, changement de politique. C'est ce changement de politique qui doit prendre en compte l'intégralité des problèmes posés. Ce changement de politique doit prendre en compte le fait que les décideurs prennent en compte ce besoin dans tout ce qu'ils prendront comme décision. Cette planification doit également tenir compte de la sensibilisation des populations. Cette planification doit avoir en tête l'existence d'une formation initiale et d'une formation continue de tous les utilisateurs. La planification doit permettre l'accès à tous les produits, à tous les Sénégalais, dans tous les sites du pays. C'est de l'organisation et de la méthode. La planification doit prendre en compte, bien entendu, la définition de protocole de soins. C'est le mot. La planification doit prendre en compte l'accès aux médicaments et l'évaluation. Souvent, nos pays ont des difficultés à régler tous ces problèmes. La société civile offre toujours un appui technique qui permettra à la gouvernance d'y trouver les ressources humaines qu'elle n'a pas. Vous savez très bien que jamais je ne refuserai à qui que ce soit de venir siéger dans une structure pour aider à organiser cette planification. Mais vous savez que nous ne sommes pas seuls. Il y a au niveau international des synergies internationales qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il nous appartient simplement de leur tendre la main, de leur ouvrir la porte, de les écouter et de laisser accompagner. À bon entendeur, salut. Est-ce que ce serait une bonne idée de mettre la morphine dans des pharmacies? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On doit mettre la morphine, je ne parle pas des pharmacies simplement, mais la morphine doit être partout. Vous savez, les États-Unis, quand vous venez et que vous avez besoin d'un traitement morphinique et que vous devez rentrer au Sénégal, vous savez ce qu'on fait? On vous donne un paquet où il y a des centaines de comprimés de sulfate de morphine. On ne cherche pas à vous faire des rationnements sur la base des prescriptions de tous les 7 jours. On est passé à 28 jours maintenant au Sénégal. Ben oui, malheureusement, c'est effectif. Aujourd'hui, quand on a besoin de morphine, il semble que c'est dans la région de Dakar. Quelqu'un qui habite en bas, s'il ne vient pas ici, il n'en a pas accès. Vous touchez du doigt le gros problème. Une bonne partie de la population est ici, mais la majorité de la population est hors de Dakar. Alors même que les 1 kg ne suffit certainement pas pour traiter ceux Dakar. Qui sont à Dakar. Voilà. C'est triste. Mais l'accès aux morphiniques devrait être élargi, décentralisé, jusqu'au plus petit district du Sénégal. Et il n'y en a pas 10 000, il y en a 75. Point. Dr Kassé, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Ce serait triste que dans nos pays, nous attendions toujours, pour réagir face aux besoins de nos pays, à l'instantanéité, que nous attendions les crises pour faire de la politique de gestion de crise à travers la communication et que de la communication spectacle. Il est l'heure. Il est l'heure d'évaluer réellement les besoins. Je ne dis pas en maladie, mais les besoins en santé. De les mesurer et de les monitorer. Cela nous permettrait d'éviter toutes ces crises récurrentes. Et cela nous permettrait d'économiser en vies humaines, en dépenses, en matière de santé. Mais tout ce que je viens de dire comporte des possibilités de réponse à travers la recherche. Un peuple qui ne fait pas de recherche est voué à importer des technologies inadaptées. Un peuple qui ne fait pas de recherche est voué à importer des technologies inadaptées. Je vous remercie. Merci. Docteur Abdelaziz Kassé, je rappelle que vous êtes médecin cancérologue, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Steny News vous remercie d'avoir répondu à Je vous en prie, monsieur.